que ce soit le plus interactif possible. N'hésitez pas à poser vos questions. Du coup, pour parler, selon toutes les questions, alors, je vais vous présenter plusieurs découvertes qu'on a pu faire sur l'amélioration des équipes et de savoir comment on peut améliorer ça du point de vue scientifique aujourd'hui, surtout dans le cadre de la transformation qu'on a. Donc j'imagine que dans beaucoup d'organisations aujourd'hui, il y a un vrai sujet autour de la mise en place du télétravail, mais pas que, mais du coup de management au global, c'est-à-dire comment on arrive à maintenir des modes de fonctionnement hybrides aux équipes et s'assurer que les équipes continuent à avoir des gains de performance qui continuent à aller à la hausse, malgré tout le contexte qu'on connaît aujourd'hui. Du coup. Bah, du coup, tu me donnes le top départ, Aurélien, et moi je suis parti du coup pour poser les questions. Je Enfin, pense pour que poser oui, des questions, on pour peut. participer sur. Oui, voilà, j'avais juste donné le go de départ, Guillaume, pour te dire qu'effectivement, il est 13h05 et qu'on peut commencer dès maintenant la présentation. Ok, super. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Guillaume Tastet, donc comme je le disais au démarrage, du coup, le dirigeant et cofondateur d'une startup technologique qui s'appelle OpenDecide. Donc, on est basé à Toulouse. Et on a co-développé, alors on est une société qui développe une technologie qui s'appelle OpenDecide, donc c'est une plateforme web qu'on a conjointement développée avec les CNRS et des équipes de laboratoires de recherche dans l'objectif en fait de pouvoir aider les équipes à pouvoir améliorer le fonctionnement des équipes. Alors, l'enjeu, la conviction qui nous porte, et moi, c'est ma conviction, c'est pour ça que j'ai monté la startup, ça a été de savoir qu'en fait, de prendre conscience que, alors c'était il y a un petit moment maintenant, c'était en 2019, donc c'était avant le Covid, que cette croyance en fait qu'au fond, le 21e siècle allait être un siècle de transformation radicale des modes de fonctionnement des humains d'ailleurs à travers toute la planète, ça soit au niveau national, international, et que ce soit au niveau des organisations et au niveau des équipes aussi. Et qu'il y avait un vrai sujet aujourd'hui de savoir comment on allait arriver à accélérer cette transformation des modes d'organisation, parce que ça serait le challenge, le gros défi du 21e siècle, sachant que on n'a pas beaucoup de temps pour le faire, parce que ça va s'accélérer, que les défis sont de plus en plus collectifs. On le voit avec le réchauffement climatique, avec une complexification de beaucoup de choses. Les défis sont de plus en plus complexes et de plus en plus difficiles à soulever tout seul. Donc il faut travailler en équipe à toutes les échelles. Et donc l'enjeu, c'est de savoir comment on arrive à faire ça le plus vite possible. Donc on a travaillé sur on s'est dit qu'il n'y avait pas eu suffisamment de travail qui a été effectué sur le fait de développer des nouvelles sortes de technologies, une nouvelle génération de technologies pour permettre en fait aux équipes de pouvoir très rapidement s'aligner en termes de mode de fonctionnement, déterminer le mode de fonctionnement le plus performant pour pouvoir le mettre en place et derrière avoir des équipes qui fonctionnent bien. Donc aujourd'hui, on a développé une solution pour pouvoir faire ça. Et dans le cadre de donc on l'a lancé en début 2019 et dans ce cadre-là, on l'a déployé avec du coup sur pas mal d'équipes. Donc on a aujourd'hui déployé la plateforme, là on doit avoir atteint même, je pense, alors on se parle, les 650 équipes déployées depuis 2019. Ça représente un peu plus de 9000 personnes. On a pu analyser à travers toutes les organisations que vous avez ici, toute typologie d'équipe. Donc, c'est tout secteur d'activité confondu. Donc, ça va d'activités agricoles jusqu'aux activités de services, en passant par la défense, des agences de Pôle emploi, les centrales nucléaires d'EDF, les bases opérationnelles d'Enedis et des centres d'appel de relations clients, des assureurs. Donc, vraiment, c'est très, très varié. Sachant que c'est tous les niveaux hiérarchiques aussi, c'est-à-dire du niveau équipe de management de première ligne, donc vraiment le manager en bas, tout en bas, si on peut parler comme ça, et après le middle management, mais aussi des équipes de direction. Donc aujourd'hui, on a pu travailler de manière assez approfondie sur un peu plus de 600 équipes, sachant que sur les 600 équipes, vous en avez à peu près 200 qui sont des niveaux comité de direction, COMEX. Là, on accompagne, là, on vient de signer avec, du coup, en cours de déploiement, du coup, mais on a avec EDF, du coup, par exemple, on s'occupe de toute EDF aujourd'hui, en train d'accélérer. Donc voilà, donc en vrai, il y a pas mal de données, sachant que la partie intéressante de ça, c'est que la plateforme qu'on déploie, elle est basée uniquement sur des travaux de recherche scientifique. C'est-à-dire qu'on a un partenariat avec des laboratoires de recherche et donc les questions, donc ça démarre par un questionnaire qui est envoyé aux membres d'équipe, qui prend une quinzaine de minutes à répondre. Le gros intérêt, en fait, c'est que les questions qui sont posées portent sur le fonctionnement de l'équipe et sur la performance de l'équipe, mais
basé que sur des construits scientifiques. Donc, c'est-à-dire que les clients ne changent pas le questionnaire et les questions qui sont posées sont uniquement extraites de la recherche scientifique et donc validées via tout un protocole pour pouvoir être assuré que on mesure bien ce qu'on veut et qu'on utilise bien les modèles les plus avancés en matière de performance d'équipe. Donc, ça veut dire que là, l'année prochaine, il y aura un vrai sujet d'ailleurs de commencer à publier au niveau de la recherche scientifique les travaux et les données qu'on a pu collecter. Je vais vous en partager une petite partie aujourd'hui, du coup. Aurélien, ouais, peut-être tu as levé la main. Exactement, en fait, c'est aussi une façon de, enfin c'est une question, mais c'est aussi une façon d'expliquer le pourquoi de ton intervention aujourd'hui, au-delà du fait que on ait des atomes crochus sur l'approche qu'on peut avoir dans le management et dans le fonctionnement d'une équipe. Moi, ce qui nous a beaucoup plu en fait dans l'approche d'OpenDecide, c'est vraiment sa capacité à travailler de manière scientifique avec des institutions comme le CNRS, comme le M Lyon. Et finalement, il y a souvent des biais qui sont liés à ce type d'études en entreprise. C'est finalement que les questions induisent les réponses. Et là, en fait, avec le travail de réflexion qui a été réalisé, on arrive sur une précision, une exactitude qui est vraiment très riche, qui est source d'enseignement quel que soit le type finalement d'organisation ou d'équipe à laquelle on peut appartenir. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment particulièrement pertinent, à la fois dans ton approche, Guillaume, mais aussi dans l'approche d'OpenDecide. Ouais, c'est vrai que ça permet de mesurer, si on utilise les bons construits et qu'on évite, qu'on utilise bien en fait, la création d'un questionnaire et des modèles qui sont sous-jacents et la combinaison entre les questions et cetera pour éviter les biais et cetera, c'est un vrai travail de fond et en fait, ça, c'est pas quelque chose sur lequel on peut venir, on s'improvise pas en fait, sur ce genre de sujet parce que ça demande un vrai travail sérieux, de croiser les données, d'être s'assurer qu'on mesure bien ce qu'on veut, qu'il y a bien sûr, les gens vont avoir des biais quand ils vont répondre, donc il faut les prendre en considération de sorte à pouvoir s'assurer qu'on mesure bien ce qu'on veut, même si la personne ne veut pas nous dire exactement ce qu'elle veut. Enfin, bref, donc il y a plein de sujets comme ça sur des équipes qui sont dysfonctionnelles, par exemple, où il y a de la peur. C'est un vrai sujet, par exemple, de savoir comment on arrive à faire que les questions permettent vraiment d'aller creuser les causes racines qui provoquent, par exemple, une peur au niveau d'un collectif. Exemple. Bon, heureusement, je vous rassure, il n'y a pas que des équipes dysfonctionnelles dans la vie. Il y a aussi des équipes qui fonctionnent très très bien. On va en parler justement. Alors, du coup, une des premières découvertes que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que, du coup, OpenDecide, on avait une vraie hypothèse importante à valider quand on s'est lancé dans le déploiement. En fait, l'hypothèse a été de savoir si déjà il y avait un lien entre le fait qu'une équipe est alignée sur ses processus de travail et le fait qu'elle est performante. Son mode de fonctionnement est performant. C'est important, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'autodétermination, de mode de responsabilisation d'équipe, du fait que les équipes, elles font un travail conscient sur leur mode de fonctionnement, elles définissent des contrats d'équipe, des projets d'équipe, etc. Et donc, on avait un vrai sujet de savoir si, si on fait ça, est-ce que ça permet ou non finalement d'améliorer la performance des équipes. Alors, la plateforme a permis de découvrir plusieurs choses que les scientifiques n'avaient pas encore pu démontrer. Donc ça, c'est quelque chose qui, je pense qu'à terme, va produire un papier de recherche, j'espère l'année prochaine ou dans le temps que ça soit publié. Alors, en fait, la plateforme permet d'analyser 2 choses. Donc, le premier élément, c'est la première partie ici que vous avez, c'est la partie l'écart entre le fonctionnement actuel et celui souhaité par une équipe. Alors, la première croyance à éliminer ici, c'est qu'en fait, les équipes aujourd'hui, on a toujours cette tendance à dire: «Ouais, les modèles autonomes, par exemple, sont meilleurs que les modèles plutôt participatifs, on va être plutôt sur des modèles directifs». Voilà, le modèle enfin, il y a un vrai sujet de se dire: le directif, c'est bien que, du coup, ça centralise au niveau d'un responsable, donc ça va vite. Bon, ça dépend bien sûr de la sagesse du responsable, mais globalement, quand même, ça va vite. C'est quelque chose qui peut tracer. C'est intéressant dans certains contextes. Modèle participatif, on va être sur des modèles où, globalement, c'est aujourd'hui un peu le mode opératoire que beaucoup d'équipes utilisent, c'est-à-dire un modèle, on va reposer sur la direction, sur le manager en particulier, pour pouvoir du coup prendre un certain nombre de décisions et organiser le fonctionnement de l'équipe. Ce modèle-là, il commence à montrer des faiblesses. Pourquoi? Parce que, non pas pour des raisons purement idéologiques, mais pour des raisons très pratico-pratiques du fait que, l'activité est en train de s'accélérer à très grande vitesse et que en fait l'outil digital a fait que le flux d'activité à gérer pour une seule et unique personne a considérablement augmenté. C'est-à-dire qu'en fait des systèmes qui sont centralisés, vous avez un risque très fort, que simplement, la personne qui est au centre, elle crame. Donc en fait, les systèmes participatifs actuels sont des modèles aujourd'hui qui vont créer de plus en plus, hélas, de burn-out au niveau des managers parce que tout simplement l'activité augmentant et la rapidité
et l'exigence en termes de capacité à absorber du flux est de plus en plus haute, bah, du coup, les managers, ils ne peuvent plus le gérer. Et donc, résultat de l'histoire, on a de plus en plus de burn-out chez les managers, en tout cas des gens qui commencent vraiment à en avoir marre parce que bah, c'est pas gérable, quoi. Ou alors ils font mal leur travail aussi parce que c'est humainement pas possible d'y arriver. Donc c'est pour ça qu'on a aussi aujourd'hui une évolution vers des modèles qui sont davantage plus responsabilisants pour l'équipe, c'est-à-dire au lieu de dire c'est le manager qui va s'occuper de tout, l'équipe elle-même va se prendre en main pour gérer un certain nombre de ses propres processus de travail et sa manière de fonctionner en équipe. Donc ça, c'est un point hyper important parce que du coup, il y a quand même une évolution naturelle qui est en train de se faire les modèles autonomes. Ça, je vous pourrais vous en toucher un mot si vous voulez, mais vous verrez, ça se fait de manière très ça se fait pas tout d'un coup. Voilà, une équipe, elle évolue au fur et à mesure et surtout, il y a quelque chose de très important qu'on a pu découvrir, c'est que, je suis désolé, mais pour les plus libéraux d'entre vous, il y a aucune équipe qu'on a pu analyser qui est à 100 autonome, 100 directif, 100 participatif, ça n'existe pas dans la vraie vie. La vraie vie, les équipes, elles ont des modes de fonctionnement, qui flanquent en fonction de leur processus de travail ici que vous avez. Donc on analyse 12 processus. Chaque processus va être plus ou moins directif, plus ou moins participatif, plus ou moins autonome. Ça dépendra du contexte de l'équipe et des souhaits de l'équipe. Par contre, la chose qui sera la plus déterminante ici, surtout, ça va être le plus déterminant et le plus impactant du coup sur la performance de l'équipe. Ça va être le fait que l'équipe est alignée entre la manière de fonctionner actuellement et le mode de fonctionnement souhaité demain. Donc cette capacité à être aligné. Donc c'était quelque chose d'hyper intéressant parce qu'on se dit, bon, à titre individuel, si on est aligné avec soi-même, on fait plus de choses. Est-ce que si une équipe est alignée par rapport à ses souhaits de fonctionnement, est-ce que derrière ça produit des effets? Est-ce qu'il y a un lien de causalité avec la performance observée au niveau d'une équipe? Et donc, on a pu faire ça et ça nous a donné un très joli schéma que je vais vous montrer de suite. Alors, ce que vous avez sous les yeux, chaque petit point que vous avez là, ici, tous les petits points que vous avez tout le long, partout, je ne sais pas si vous les voyez bien là, ce sont des équipes qu'on a pu analyser avec OpenDecide. Alors, la chose qui est très, très intéressante ici, c'est que déjà, vous voyez que la répartition se fait dans ce sens, ici. Et on va avoir sur l'échelle du bas, cette partie-là, vous avez l'analyse des processus de travail de l'équipe. Donc en gros, c'est l'échelle du bas, ça représente cette partie-là. C'est-à-dire, il y a 12 processus. À chaque fois qu'on a un point d'exclamation, ça veut dire qu'on a un écart entre la manière de fonctionner actuellement et le mode de fonctionnement souhaité. Donc ça veut dire qu'on va aller plutôt sur la gauche du schéma, on sera désaligné. Par contre, à contrario, moins il y a de points d'exclamation, plus on sera aligné, plus on sera performant. Et ce qu'on peut observer ici, de manière très importante, c'est que plus on est aligné, plus les équipes vont pouvoir augmenter leur performance de fonctionnement d'équipe. Alors, c'est intéressant, pourquoi? Parce que ça va nous permettre ici de voir quelque chose, c'est-à-dire que déjà les équipes ont une tendance à tendre naturellement vers un optimum de travail, de fonctionnement d'équipe. Alors c'est intéressant, pourquoi? Parce que cet optimum déjà, c'est la compilation de tous les travaux de recherche scientifique qu'on a pu effectuer avec les équipes de l'EM Lyon et de Toulouse School of Management et du CNRS. Et ça permet de pouvoir, avoir une idée, aujourd'hui de plus en plus précise, du fait que chaque équipe dans le monde, quelle que soit sa culture d'origine, et ça c'est très intéressant, cherche à, atteindre une sorte de cible, un peu une cible. En gros, c'est comme dans notre ADN, il semblerait qu'on ait une sorte d'équipe parfaite qui traîne quelque part dans notre esprit et qu'on cherche tous à mettre en place. Cette équipe parfaite a toujours les mêmes caractéristiques et du coup, je vais vous l'expliquer de suite. Il y avait peut-être une question, Nico? Non? Oui, j'avais une question en fait. Comment on arrive, quelle que soit notre culture d'entreprise, notre histoire, notre expérience, l'entreprise dans laquelle on travaille, nos valeurs, comment on arrive à tous tendre vers le même modèle finalement de fonctionnement en équipe ou de fonctionnement Alors collectif? attention, on tendra pas vers le même modèle ici de fonctionnement. C'est-à-dire chaque équipe aura des modes de fonctionnement différents. Il y en a qui vont plutôt passer par des modèles directifs, plutôt participatifs, d'autres plutôt autonomes. Ça dépendra en fait du niveau de maturité d'une équipe, de ses choix aussi. Par contre, vers quoi on va tendre en termes de résultats, qu'est-ce qu'on Ok, va essayer de produire in fine, ça, c'est commun. d'accord, ok. Après, sur le comment, on n'est pas tout à fait d'accord. Mais derrière la cible, vers quoi on tend, c'est toujours la même. Quoi qu'on fasse. Qu'on étudie les équipes et pré-équipes, en fait, les équipes cherchent toujours à atteindre une même cible, qui ressemble toujours à la même chose. Cette cible, en fait, c'est celle que vous avez ici.
C'est-à-dire, je vais vous décrire l'équipe entre guillemets «idéale» du point de vue scientifique à force d'études. Donc si vous arrivez à arriver à ce niveau-là, donc vous êtes les petits points que vous avez ici là, tout en haut à droite. Vous avez eu des équipes qui sont, si vous observez, elles se ressemblent de toutes, au sens où ce sont des équipes qui sont en capacité d'atteindre et de dépasser constamment leurs objectifs, même en face de très fortes incertitudes. Elles vont le faire, ces équipes ont mis en place des modes de fonctionnement qui vont générer le minimum de frustration. Donc il y aura très, très peu de frustration au sein de ces équipes. Donc ça veut dire qu'il y aura beaucoup, beaucoup d'énergie pour pouvoir travailler au quotidien, pour partager, des idées, enfin pour vraiment, avoir de la motivation, prendre du plaisir au travail. Mais également, ce sont des équipes qui ont su mettre en place des modes de fonctionnement qui vont générer un très, très haut niveau de paix et d'harmonie entre les membres d'équipe. Donc ça veut dire qu'il sera extrêmement facile de partager une idée, de partager une erreur avec les autres membres d'équipe. Et donc derrière, c'est hyper intéressant pour, déjà de l'authenticité, au sein de l'équipe, pour faire de l'amélioration continue, pour faire de la résolution de problèmes complexes, pour des délibérations dans des équipes de direction. Enfin bref, du coup, là, vous avez vraiment une base très, très saine, du coup, de travail en équipe. Alors, ce genre d'équipe existe. Ce sont les équipes que vous avez ici dans le petit carré. C'est pas la majorité des équipes, mais je peux vous assurer que quand vous les rencontrez, c'est quelque chose. Sachant que ce genre d'équipe, la particularité, c'est que vous ne pouvez pas arriver à ce niveau de performance en tant qu'équipe de manière inconsciente, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, c'est un travail, toutes ces équipes ont fait un travail conscient et volontaire sur leur mode de fonctionnement d'équipe. On ne peut pas, en gros, c'est des équipes à qui vous posez la question de savoir comment elles opèrent, elles vont vous répondre du tac au tac. Elles savent comment elles opèrent au quotidien et elles ont fait un travail de de on va dire de test et d'erreur, hein, parce elles ont essayé plein de trucs et à un moment donné, elles ont réussi à atteindre une sorte d'optimum d'équipe. Ça s'est fait parfois sur 1, 2, 3, 4 ans, mais elles ont fait ce processus. Finalement, les équipes, avant d'arriver à ce niveau optimal, elles vont passer par des étapes intermédiaires, on va dire. Là, vous avez la majorité des équipes qu'on va retrouver ici dans le niveau qu'on va considérer comme fonctionnel. Ça veut dire ce que je viens de vous décrire, mais de manière aléatoire. Il y aura des hauts, des bas, avec des tensions parfois dans l'équipe, des fois avec des frustrations, des fois on atteint les objectifs, des fois pas. Mais globalement, on va dire qu'en moyenne, ça tourne, on peut atteindre nos objectifs et on a des collectifs qui fonctionnent bien, correctement en tout cas. C'est pas la panacée, mais globalement, on peut quand même, voilà, ils sont pas arrivés au Graal, mais ils sont quand même bien, ils fonctionnent, quoi. Par contre, si vous descendez en dessous d'un certain niveau de désalignement ici, vous allez rentrer dans une probabilité de rentrer dans des modes de dysfonctionnement au niveau de l'équipe. Donc là, ça veut dire que le mode de fonctionnement, il ne convient pas à l'équipe. Et là, il y a des risques de plus en plus forts de provoquer plusieurs éléments. Déjà, le fait de ne pas atteindre les objectifs, donc opérationnellement, c'est compliqué. Deuxio, il y aura beaucoup de frustration, donc vous allez avoir des gens qui sont de plus en plus démotivés et qui, même s'ils sont engagés, on verra que l'engagement dans les équipes n'est pas un problème, contrairement à ce qu'on dit. C'est étonnant, mais en fait, on n'a pas de problème de beaucoup d'engagement. Sur 600 équipes, on n'a pas pu voir de problème d'engagement. Par contre, on a des vrais sujets de frustration au sein des équipes. C'est-à-dire le fait qu'en fait, les gens, ils ont envie d'appuyer sur la pédale de toute leur force, de donner le meilleur d'eux-mêmes, mais par contre, quand ils appuient sur la pédale, il n'y a plus d'énergie. C'est comme s'il n'y a plus de réponse au niveau de l'accélérateur. Ça, c'est dû à des problèmes en France d'énormément d'organisation. On a du mal à créer des organisations qui ne génèrent pas de frustration au quotidien. Et surtout sur des tailles de type ETI grand groupe, il y a un vrai travail à faire sur les suppressions des frustrations. Donc, je ne rentrerai pas dans qu'est-ce qu'il y a dans ces frustrations, mais on va dire qu'il y a pas mal d'éléments qui sont hyper intéressants à aller regarder, comment on peut dégager toutes ces sources de frustration. Mais l'enjeu ici, c'est qu'en fait, dans ces équipes dysfonctionnelles, on a un vrai sujet de gens qui ont plus envie, qui ont du mal à avancer. Même s'ils ont envie, ils ont plus l'énergie, ils sont un peu épuisés. Et on a aussi des équipes où, ce genre d'équipe où on a beaucoup, beaucoup de problématiques, tensions entre membres d'équipe. Quand une équipe va dans un modèle dysfonctionnel, d'abord, elle vient se refermer sur elle-même. C'est un phénomène qu'on vient observer. Et puis après, l'équipe va venir se refermer en interne, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir des phénomènes de clans qui vont apparaître et on va avoir des phénomènes de polarisation au sein d'une équipe et on va avoir des clans qui vont s'affronter les uns aux autres en interne de l'équipe. Jusqu'à un moment donné où la peur est tellement importante au sein de l'équipe qu'il y a une explosion du collectif. Si on ne vient pas corriger le travail, le réaligner avec l'équipe. Alors je vous rassure, passer d'un niveau dysfonctionnel à un niveau fonctionnel, ça se fait assez rapidement. En 4 à 6 mois, on peut être en capacité de restabiliser une équipe. Ça demande par contre à faire un travail conscient de l'équipe sur le mode de fonctionnement de l'équipe. C'est jamais un problème de personne, étonnamment.
c'est très souvent un problème on n'a pas su se mettre d'accord sur comment bosser ensemble, qui provoque des tensions interpersonnelles. C'est plus dans ce sens-là, en fait. Pour travailler avec pas mal de codir et de comex, où il y a des très fortes personnalités, je peux vous assurer que si vous ne mettez pas en place un mode de fonctionnement sain, au niveau des équipes où il y a des fortes personnalités, ça part très vite en vrille. Donc en fait, le mode de fonctionnement, il doit du coup, pouvoir être là justement pour pouvoir prendre en compte le fait qu'on a des personnalités, sur un certain nombre de processus. Exemple, la gestion des comportements et des valeurs, la manière de gérer la cohésion d'équipe, la gestion des tensions au sein de l'équipe, par exemple, sont des éléments, la gestion des réunions, comment on gère les réunions. Si par exemple vous avez des gens extravertis qui prennent beaucoup la parole, mais comment vous mettez en place des processus au niveau de la gestion des réunions pour faire que tout le monde puisse s'exprimer? Exemple, voilà, c'est ce genre d'éléments, juste pour vous montrer qu'en fait les personnalités, s'il faut juste s'y adapter, mais c'est le mode de fonctionnement qui va prendre en compte, les disparités de personnalité. Ce qui est en soi plutôt pas mal, qui est porteur de beaucoup d'espoir, parce que ça serait quand même terrible d'être bloqué sur des personnalités au sein d'une équipe. Donc là, en fait, le message quand même est positif, au sens où ça rejoint les travaux qu'on connaissait dès 1987 de Ackman. C'est-à-dire qu'en fait, les personnalités vont jouer un rôle finalement, secondaire dans la performance d'une équipe. C'est le fonctionnement qui va venir primer, et je trouve que c'est plutôt porteur d'espoir. C'est-à-dire que quelle que soit l'équipe et les personnalités des membres d'une équipe, on est en capacité, finalement, de pouvoir créer une équipe qui fonctionne. Et ça, c'est quand même plutôt super sympa, je trouve. Heu, c'est pas exclusif du tout, quoi. Alors bien sûr, les équipes, elles peuvent, du coup faire des bonds comme ça et ça prendra un certain temps et donc nous, alors côté OpenSea, en fait, on vient fluidifier et accélérer ce processus. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre 3 ans, bah, ça prend 1 an pour, faire le bond pour aller vers les niveaux optimaux. Vous avez 2 exceptions qu'on a pu découvrir. Vous avez les carrés verts et les carrés le carré, bleu. Alors ça, c'est 2 exceptions à la règle que vous avez peut-être rencontré certaines équipes qui étaient dans ces 2 dispositions. Les équipes qui sont ici sont des équipes qui sont désalignées par rapport à leur manière de fonctionner, mais qui, gardent un niveau très élevé de performance. On dit: «Mais c'est pas normal, par rapport à leur désalignement, c'est des équipes qu'on devrait être juste fonctionnelles, devraient juste bien marcher, mais globalement, sans rien, mais pour un niveau hyper élevé de performance. Pourquoi?» Et pourtant elles sont désalignées. Ces équipes-là, c'est une typologie d'équipe plutôt rare, mais globalement quand même que vous pouvez rencontrer, qui sont des équipes qui sont dans une logique d'amélioration continue. Nous, on les appelle les explorateurs. C'est-à-dire, en fait, ce sont des gens, c'est des équipes qui ont déjà atteint, on va dire, des niveaux de performance très élevés, mais qui se disent: «OK, on a atteint la Lune, on a envie d'atteindre Mars maintenant». Donc elles sont dans une logique d'exploration et de remise en question de beaucoup de leurs processus de travail, très souvent vers des modèles autonomes, pour challenger l'existant et aller au-delà. Pour information, souvent les équipes qui sont ici, elles sont souvent juste avant, elles sont ici. Elles sont là, elles font poum, elles sautent ici, puis après elles reviennent dans le niveau optimal ici, à un niveau de performance plus élevé, en fait. Elles se désalignent en fait, elles font un pas en arrière pour «mieux sauter» entre guillemets, en termes de performance, collective. Hem, Après la petit carré bleu, alors ça, c'est quelque chose qu'on a découvert assez récemment parce qu'on avait du mal à l'expliquer et à force d'en observer quelques-unes, on a compris ce qu'il y avait derrière. Alors les équipes qui sont ici dans ce petit carré bleu, ce sont des équipes qui sont, qu'on considère, nous on appelait résignées ou fatalistes. C'est-à-dire des équipes qui souvent ont traîné pendant très longtemps dans le niveau dysfonctionnel ou dans le niveau fonctionnel. Le manager ne veut plus changer. Souvent, ce sont des managers d'ailleurs qui sont souvent proches de la retraite, étonnamment, et il y a une sorte de fatalisme au niveau de l'équipe qui s'installe de: «De toute façon, ça ne changera pas», bon, le mode de fonctionnement, on finit par l'accepter. Il y a une forme de, ouais, résigné, quoi. Ils sont résignés de le système va pas évoluer, mais ça nous satisfait à peu près, même si l'équipe est dysfonctionnelle, on arrive quand même à survivre dans cet environnement. Hem, alors étonnamment, là, ce sera plutôt un travail à faire avec, plutôt le manager, du coup, transformer la manière de penser du manager, en particulier en lui montrant les écarts de perception qu'il y a entre lui et son équipe. C'est un travail, très intéressant à effectuer. Donc du coup, ça permet derrière de sortir des équipes qui sont ici, pour les amener dans le niveau fonctionnel, dans le fonctionnel, voilà. Heureusement, ça représente une infime minorité, comme vous pouvez le constater, d'équipes. Voilà ce qu'on a pu, découvrir, sur les équipes. Donc voilà ce lien entre l'alignement des processus de travail et du coup la partie, performance d'équipe. Peut-être avant de passer à la deuxième découverte du coup, est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Est-ce qu'il y a des choses qui vous interpellent, qui vous parlent? Vu qu'on est, pas trop nombreux en plus, du coup? Alors du coup, hein, enfin, je trouve, encore une fois, cette approche et cette répartition d'équipe vraiment claire. A priori, on n'a pas de questions dans le chat. N'hésitez pas à ouvrir vos micros,
pour interagir ou pour poser les questions que vous pourriez avoir. Parce que c'est vrai que cette approche est assez, finalement assez rare. Et de voir finalement sur un graphique comment se répartissent les équipes et pour quelles raisons, et comment elles font pour évoluer, je pense que c'est une approche qui n'est pas forcément courante. Je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à ce type de modèle, mais pour moi, cette, comment dire, cette visualisation des équipes et de leur répartition saute vraiment aux yeux et permet aussi quelque part le message d'espoir que tu as transmis, Guillaume, c'est-à-dire, quel que soit le fonctionnement d'une équipe, on peut la faire évoluer vers un fonctionnement qui soit différent. Et ça, c'est quelque chose qui, en soi, me paraît tout à fait pertinent et encourageant aussi pour les managers qu'on peut être. Et on a plein Oui, d'équipes bonjour, qui si, sont si vous me oui, permettez allez-y, une réaction. allez-y, allez-y. Bonjour, Mitran Koupa. Bonjour. Juste une réaction, puisque pour répondre un peu à Aurélien, effectivement, c'est une base scientifique pour éviter les biais, etc. J'ai bien entendu votre préambule. Pourtant, moi qui travaille sur la conduite du changement, la prévention des risques psychosociaux, je vous ai entendu parler de burn-out, etc., et des excès, hein, lorsqu'on vise une performance jusqu'où, toujours plus haut, plus loin, etc. Je voulais vous interroger, donc je réagis maintenant, mais je voulais surtout savoir comment est-ce qu'on amène une équipe qui est dans la partie dite résignée, dysfonctionnelle, vers l'amélioration, justement. Il y a des choses qui sont intrinsèques aux individus, il y a d'autres choses que le manager se doit de porter, de faire, et surtout les actions qui doivent être menées derrière. Donc c'est pour ça que je voulais vous laisser terminer votre présentation, mais une première réaction déjà sur oui, c'est très bien, qu'est-ce qu'on en fait derrière de ces données statistiques et cette cartographie? Pour moi, c'est une cartographie avec des indicateurs, et c'est le so what, mais après. Voilà, une réaction par rapport à votre première présentation. Ouais, exactement, et c'est une très bonne question, et en fait, du coup, le point suivant va explorer une partie, du coup, de la réponse, justement sur comment on peut, par exemple, alors on va dire, on prend le cas le plus extrême qui est les équipes dysfonctionnelles, bien qu'heureusement, vous voyez, ça représente pas une majorité des équipes qu'on a sur OpenDecide, bien heureusement, j'avoue. Mais globalement, il y a un vrai travail à faire derrière sur l'alignement. Alors, il y a une prise de conscience déjà de la situation actuelle. Donc ça, c'est tout un travail. Alors, j'ai pas le temps de trop vous présenter la plateforme qu'il y a derrière, mais globalement, ça va vous permettre d'envoyer un questionnaire et derrière, vous allez avoir possibilité d'avoir un tableau de bord et des résultats qui vont être envoyés à l'équipe pour pouvoir du coup visualiser les éléments ici de performance d'une équipe. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et surtout sur des éléments qui vont permettre derrière de pouvoir mesurer un état des lieux et surtout d'avoir sa perception versus perception de mon équipe. Alors ça déjà, c'est le premier déclic qui est très important, c'est la notion de prise de recul vis-à-vis de ma perception versus perception de l'équipe, parce que souvent il y a des énormes biais en matière de je fais des projections sur le collectif et particulièrement vis-à-vis des managers qui font des projections du coup sur leurs équipes. On en parlera tout de suite après, mais le droit à l'erreur, par exemple, c'est un exemple très flagrant où on a beaucoup de cas où on a des managers qui ont été formés à la non-punition de l'erreur, par exemple, mais qui vont du coup avoir une perception de il n'y a pas de problème dans mon équipe du droit à l'erreur. Sauf que les personnes ne voient pas que, par exemple, au sein du collectif, il y a d'énormes problèmes de personnes entre elles qui vont se tirer la bourre et se taper dessus dès qu'il y en a un qui fait une bêtise, par exemple. Donc ça permet déjà de prendre conscience d'un certain nombre d'éléments factuels. Après, cela étant dit, ça c'est la prise de conscience qui est bien, mais qui ne permet pas d'agir. Pour agir, il va falloir faire un travail du coup sur la partie fonctionnement de l'équipe, c'est-à-dire faire un travail sur cette partie-là. C'est vraiment et travailler la partie alignement des processus. Et pour travailler l'alignement des processus, du coup, il y a un travail à faire sur les paramètres qui ressortent ici en écart, entre guillemets. Et donc derrière, il y a possibilité, alors via la plateforme, de pouvoir avoir directement un descriptif parce que l'équipe va dire elle-même comment elle fonctionne aujourd'hui et comment elle souhaiterait fonctionner demain. Ça, c'est super intéressant. Donc de sorte à pouvoir du coup avoir un lien d'action, de dire c'est pas que l'état actuel, hein, parce que la plupart des diagnostics souvent se limitent à, c'est finalement assez accusateur, assez jugeant, au sens où beaucoup des enquêtes sont à un état donné T0. Il n'y a jamais cet aspect de se projeter dans un futur, dans un mode de fonctionnement idéal. Et en fait, c'est cette tension entre un mode actuel et un mode souhaité qui du coup va créer cette dynamique d'amélioration au niveau des équipes. Ça, c'est super important de pouvoir créer cette tension vers un avenir positif, parce que du coup, c'est comme ça que l'équipe souhaiterait au mieux fonctionner.
Donc là, il y a un vrai travail après à faire, à mener. Alors, j'ai pas forcément le temps, c'est pas forcément le but de la présentation, mais globalement, pour faire cette analyse, pour travailler sur ces paramètres, l'équipe a la possibilité directement de pouvoir télécharger un support. La plateforme génère en fait automatiquement un PowerPoint de présentation pour répondre de manière très pratico-pratique, pour présenter les résultats. Donc tout est généré automatiquement, vous pouvez changer tout. Et derrière, suite à la présentation avec l'équipe, il y a un choix qui doit être fait sur quel processus de travail on vient de travailler en priorité. Et une fois que les processus ont été identifiés, là, il y a un travail à faire avec l'équipe sur les différents processus de travail pour gagner en alignement. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que ça permet derrière de pouvoir être assuré que on travaille sur là où l'équipe souhaite évoluer et dans quel ordre de priorité. Voilà. Et suite à ça, du coup, il y a potentiellement des workshops, des ateliers qui peuvent être mis en place pour pouvoir travailler sur ces thématiques. Voilà. Nous, côté OpenDecide, on va se limiter surtout à la partage à ce stade-là, on va se partager du coup dans la plateforme 2 choses qui peuvent aider. La partie recommandation, c'est toute une partie de benchmark de pratique. Donc ça, je n'ai pas trop en parler, mais on a une grosse expertise si ça vous intéresse sur la partie benchmark de pratique. Donc là, en fait, vous avez des recommandations de pratiques de plein de sociétés. C'est super intéressant, de plein de boîtes sur des équipes. Ça va jusqu'à moi ce que je préfère parce que j'ai un petit côté militaire et puis j'aime beaucoup étudier. On a beaucoup travaillé avec l'armée aussi. Ils ont des trucs très intéressants. Par exemple sur comment vous faites des débriefings dans les forces spéciales américaines, par exemple. Très intéressant. Donc là, vous avez des exemples de pratiques réelles d'équipe. Là, par exemple, c'est le cas d'un débriefing d'équipe dans les forces spéciales américaines avec un système de jeu de questions. Voilà, ça, c'est les questions qui se posent. C'est du standard dans l'armée américaine, dans les forces spéciales. C'est les questions qui se posent post-opération, par exemple. Ça, c'est une partie un peu plus mise en œuvre. Ça peut être intéressant. Et après, il y a une deuxième partie qui va être la partie qu'on vient de sortir récemment. Et ça, c'est la partie atelier. Donc là, c'est quelque chose qui peut être également. Donc, c'est des ateliers qui peuvent venir de l'interne ou venir de la plateforme. Pareil pour les pratiques, ça peut venir de l'interne. Et vous avez possibilité d'ailleurs d'avoir des formats d'ateliers animés par un facilitateur externe ou interne pour pouvoir du coup faire un kit d'animation pour dire ok, en tant que manager, j'ai besoin de travailler sur tel processus avec mon équipe, j'ai 2 heures, j'anime la session, voilà, il y a le kit d'animation qui est là avec carrément le support de présentation pour animer la session avec son équipe, par exemple sur la gestion des valeurs. Ce qui fait une super transition vers un paramètre super important dont je voudrais parler pour une équipe qui est justement répondre à la question sur les équipes. L'un des paramètres qui est crucial pour sortir des équipes d'un niveau dysfonctionnel, entre autres, et même pour aller au niveau optimal. C'est un paramètre qu'on savait qui était important dans la recherche, mais on a pu mesurer l'importance de ce construit qui est juste hallucinant. C'est la notion de sécurité psychologique dans les équipes. Hallucinant, ça date de 2015 et travail absolument fabuleux qui a été fait par une chercheuse qui s'appelle Amy Edmondson, dont je vais vous parler de suite parce que c'est juste une pure merveille et ça s'opère très bien dans la réalité avec l'équipe. Hop, je reviens. Désolé, j'ai fait une petite, un petit détour, mais du coup, on revient sur nos pattes. Alors, hop, ouais, deuxième découverte, voilà, c'est ça que je voulais vous parler, que je voulais absolument vous parler. L'impact de la sécurité psychologique sur la performance collective. Alors, cette chercheuse, Amy Edmondson, c'est des travaux qu'elle a commencé en début 2000 et qu'elle a fini en 2015 et puis elle continue du coup. C'est une chercheuse de Harvard. Elle a fait un travail exceptionnel et je pèse mes mots en matière de recherche sur qu'est-ce qui permet à une équipe, qu'est-ce qui explique que dans une équipe, les gens osent prendre la parole, partager des idées, partager des erreurs, prennent des initiatives. Et qui est en fait un des facteurs clés finalement dans beaucoup pour bien fonctionner, quoi. Donc ça a été quelque chose qu'elle a développé dans un contexte assez particulier. En fait, elle a été, on l'a appelée pour réduire les erreurs de médicaments, les erreurs de dosage de médicaments dans les hôpitaux américains. Parce que forcément, ça coûte cher quand il y a des erreurs de médicaments et ça peut conduire même à la mort des patients. Donc c'est un sujet hautement sérieux et vu le système de santé américain, ils sont très regardants sur les sous, en particulier sur ces aspects-là. Et donc ils voulaient absolument réduire les erreurs de médicaments. Sauf que quand elle est intervenue, elle a commencé à regarder. Et donc la logique classique, c'est de se dire, c'est les équipes qui font le moins d'erreurs qui sont les plus qui coûtent le moins cher. Eh bien en fait, c'était faux, déjà pour commencer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas les équipes qui faisaient le moins d'erreurs qui coûtaient le moins cher, c'était même plutôt le contraire. Étonnamment. Donc là, il y a un vrai sujet et donc elle a commencé à creuser et en fait, elle s'est rendue compte qu'en fait, les équipes qui coûtaient le moins cher
finalement, ce sont les équipes qui faisaient des erreurs, peut-être un nombre important d'erreurs, mais qui en parlaient, pour pouvoir faire que les erreurs soient corrigées au plus vite possible. Et donc, elle a commencé à travailler sur mais qu'est-ce qui permet aux équipes finalement de prendre la parole et de faire que il y a une infirmière qui dise aux autres, moi je me suis gouré, j'ai fait un dosage de X alors que ça aurait dû être ça. Et elle est tombée sur cette notion de sécurité psychologique qui, scientifiquement se décrit de la manière suivante, c'est-à-dire c'est le fait que les membres d'une équipe croient, c'est une croyance collective, que, ils peuvent prendre des risques interpersonnels en toute sécurité et en toute sécurité entre eux. Donc par exemple, partager une idée, partager une erreur et donc ce sont des éléments qui sont très importants parce que s'il n'y a pas de sécurité psychologique dans l'équipe, vous avez peut-être expérimenté ça d'ailleurs dans certaines équipes, vous posez une question et ça prend 10 à 15 secondes à répondre. C'est très lent, c'est très ennuyeux, et là, ça veut dire que les gens, ils sont en train de peser: «Est-ce que ça vaut le coup ou pas de parler?» Très ennuyant, très perturbant. Alors en plus, si vous êtes dans une équipe de direction dont la seule existence, c'est de délibérer et de prendre des décisions, ce genre de problématique, là, ça vous impacte carrément la mission de l'équipe de direction, quoi. Parce que si une équipe de direction n'est pas en capacité de délibérer librement sur tous les sujets de manière safe, là, c'est même pas la peine, la mission de l'équipe, elle est, c'est échec. Échec. Il y a un risque hyper élevé de mauvaises décisions, de décisions complètement biaisées et donc du coup de d'impact important sur le reste de l'organisation. Donc cette notion de sécurité psychologique, si on la décompose, cette sécurité psychologique, elle se décompose finalement en 3 sous-construits qu'on mesure dans la plateforme. La première notion, c'est la notion de bienveillance entre les membres d'équipe. C'est-à-dire, est-ce qu'au sein de notre équipe, dans les valeurs de notre équipe, on vient favoriser le fait qu'on est dans la logique d'inclusion et du fait de ne pas juger les autres, du coup. Donc cet aspect très inclusif et le fait de ne pas, de prendre soin les uns des autres finalement, qui va être vraiment le 1er aspect. Sauf que ça suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'on a des niveaux plutôt élevés de bienveillance d'ailleurs, particulièrement en France, quand même globalement les gens sont plutôt bienveillants. Par contre, on va avoir un autre aspect qui va intervenir. Là, lui, il est plus compliqué en France, le droit à l'erreur. Alors le droit à l'erreur, c'est le 2e aspect, c'est-à-dire est-ce que l'erreur est vue comme une opportunité pour apprendre? Ou est-ce qu'au contraire l'erreur est vue comme une punition, enfin un échec à l'exécution et donc une punition et qui doit être puni? Ouais. C'est une manière de voir l'erreur qui est très, très différente. Il s'avère que dans la culture française, on nous a en plus foutu dans la tête que, pour apprendre, il fallait être puni. C'est terrible, mais c'est comme ça qu'on nous a appris, c'est-à-dire que c'est parce qu'on nous fout une sale note que ça nous montre où est-ce qu'il faut qu'on soit meilleur. Ou c'est parce que je reçois, le coup de règle sur le doigt droit qu'il faut que j'améliore la main droite. Voilà, globalement. Et donc résultat, les gens ont intériorisé cet aspect de, l'erreur doit être punie pour qu'on puisse apprendre collectivement. Alors ça, en fait, c'est faux. C'est-à-dire que l'erreur aujourd'hui, si elle est punie, ça va provoquer des peurs et ces peurs vont du coup souvent cacher les erreurs. Donc résultat, on va avoir des gens qui vont cacher les erreurs et qui vont vivre souvent dans un très haut niveau de stress de: «Si je fais une connerie, je vais me faire taper dessus». Alors quand je dis taper dessus, c'est pas forcément physique. C'est-à-dire que ça peut être des choses de type un petit email qui souligne la connerie qui a été faite, une petite vanne qui va bien, une petite blague pour mettre, plus bas que terre l'autre, ce genre d'éléments. Donc on est vraiment sur des choses qui peuvent être, de l'ordre parfois du petit rictus, de la petite blague, mais en tout cas bien montrer que l'autre s'est loupé et que ça s'est vu. Voilà. Et ça c'est très présent. On a des niveaux de sécurité psychologique aujourd'hui dans les équipes, particulièrement en France, qui sont dus au droit à l'erreur, très souvent. Et excuse-moi de te couper, Guillaume, mais il y a un aspect, à mon avis, qu'on avait déjà évoqué, mais qui est très culturel en France, lié à ce droit à l'erreur et à la vision qu'on a, contrairement aux anglo-saxons, du droit à l'erreur et de ce que ça permet finalement, Ouais, soit d'apprendre et d'aller plus loin dans l'apprentissage, ouais. soit au contraire de créer une forme là de positionnement qui peut être moins positif. Mais enfin, l'aspect culturel, Ouais, à mon avis, ne peut pas être occulté de nos fonctionnements franco-français pour le coup. alors moi, du coup, là, je m'exprime à force d'avoir vu des équipes et du coup d'avoir travaillé avec des Américains et des Français et puis pour bien connaître la culture américaine. Il y a quelque chose qui est impressionnant et je pense que ça vient de notre histoire, du coup, le droit à l'erreur, le rapport au droit à l'erreur et ça vient d'une lecture très différente qu'on a eue d'un vieux livre qui s'appelle la Bible. C'est-à-dire qu'on a une lecture, nous, finalement très Ancien Testament, culturellement en France, c'est-à-dire, si je ne respecte pas la loi, Dieu me punira
Et donc, du coup, je sors du chemin, je me fais punir. Ce qui est même assez critiquable d'ailleurs, même du point de vue théologique, mais c'est un autre sujet. Alors que les cultures anglo-saxonnes ont une vision beaucoup plus orientée sur le Nouveau Testament, c'est-à-dire avec une vision beaucoup plus tournée vers la grâce, c'est-à-dire que Dieu, le Dieu autorise des erreurs dans ma vie pour que je puisse apprendre et me rendre meilleur. Donc en fait, c'est une main tendue qui m'est donnée pour pouvoir devenir meilleur. Donc même si les gens n'ont pas forcément, ne sont pas forcément croyants, en fait, c'est quelque chose que je pense qui a été intégré dans nos cultures très différentes, heu et donc on a une culture américaine qui est très, très tolérante sur l'erreur parce que, bah, voilà, on apprend, quoi. Voilà, c'est des opportunités, quoi. Alors que nous, on est très dans la logique, éclair qui tombe, quoi. Donc ça aussi, c'est peut-être quelque chose à prendre en conscience, voilà, donc ce serait en tout cas, c'est très intéressant d'en discuter avec les membres d'équipe, donc le droit à l'erreur est un des sujets, quoi, qu'on a. Et après, cela étant dit, je vous rassure, ça se corrige très vite. Et il faut juste bien expliquer aux équipes, souvent le droit à l'erreur sur les gestions des valeurs, qu'au final l'erreur est importante parce qu'elle nous permet d'apprendre. Et ça, c'est hyper important, c'est-à-dire que non, c'est pas parce qu'on ne punit pas l'erreur que l'erreur n'est pas importante. Voilà, et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien faire comprendre. Mais souvent, les équipes comprennent assez rapidement. C'est quelque chose que les équipes peuvent assez vite basculer. Et le dernier élément, qui est assez lié aux 2 premiers, pour finaliser cette sécurité psychologique au sein d'une équipe, on a la notion d'humilité. Donc l'humilité, c'est, finalement cette croyance au sein de l'équipe que, à titre individuel, on ne peut pas, on ne sait pas tout faire et on ne connaît pas tout. Et donc résultat de l'histoire, il y a un vrai sujet ici de savoir que, au sein de l'équipe, s'il y a pas d'humilité, ben, il y a pas d'entraide, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en fait, demander de l'aide, finalement, c'est reconnaître que, j'ai des limites parce que je ne sais pas tout et que, je ne connais pas tout et que je ne sais pas tout faire. Voilà. Si on n'est pas dans l'humilité, on ne peut pas demander de l'aide. Donc en fait, les scientifiques, comment ils mesurent l'humilité dans le quotidien? En fait, ils mesurent la capacité d'entraide au sein d'une équipe. Ce qui est très intéressant en France, alors pas trop dans le temps de creuser, mais ce qu'on a pu découvrir, c'est qu'au niveau les gens ont une volonté d'entraide hyper élevée, en particulier en France. Et ça aussi, pareil, il y a des liens culturels qui sont forts en France sur la volonté d'entraide. D'ailleurs, le fait que liberté, égalité, fraternité. Fraternité, en fait, est un élément quand même que pas, enfin, certains pays l'ont, mais quand même qui l'ont, tout le monde l'a pas forcément mis en termes de valeurs affichées aussi fort que la France. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'en termes de fraternité, on peut avoir des choses très, très intéressantes en France, en matière de «je veux aider l'autre». C'est bien d'aider l'autre. Il y a rarement besoin de convaincre en France que aider l'autre, c'est bien. On a travaillé sur d'autres cultures, c'était un peu plus compliqué. C'était beaucoup plus centré sur soi, de qu'est-ce que j'ai à y gagner, quoi. Convainc-moi de qu'est-ce que j'ai à y gagner d'aider l'autre. Voilà. Alors qu'en France, bah, ça va de soi il faut s'aider les uns les autres, quoi. Enfin, voilà. Et donc ça, pareil, c'est, je pense, d'origine, ça doit être lié à notre culture, judéo-chrétienne. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose qui doit être lié à ce côté, aimez-vous les uns les autres, prenez soin les uns des autres. À mon avis, ça a dû impacter notre culture et notre manière de voir l'entraide. Alors ça joue en notre faveur sur cet aspect-là. Et donc du coup, ça a permis du coup, deuxième aspect, ça a permis du coup, 2e aspect, ça a permis de pouvoir, permettre au fait qu'aujourd'hui les gens, même s'ils ont envie de s'entraider, il y a pas forcément s'il y a pas d'humilité, les gens, on va avoir un excès d'offres, mais pas suffisamment de demandes. C'est-à-dire que dans la logique de l'humilité, il y aura tout le monde qui voudra aider l'autre, mais il y a personne qui va oser demander de l'aide. Voilà. Parce que personne n'a envie de passer pour montrer qu'il a des faiblesses et des vulnérabilités. Voilà. Donc ça, souvent les leaders ont un travail à faire sur cet aspect-là de montrer qu'en fait c'est OK de ne pas tout savoir et de ne pas réussir à tout faire. Si vous arrivez à faire ces 3 paramètres, à faire ces 3 choses, vous arrivez à un niveau où les gens vont, partager des idées et des erreurs, et presque, il faudra les calmer en réunion tellement, ils vont oser parler et dire des choses. Donc là, voilà, là on va te remettre dans un environnement où carrément là les masques tombent. Littéralement, où vous avez un très haut niveau d'authenticité, des prises de risques, des prises d'initiative de la part des membres, beaucoup de bons sentiments entre les membres d'équipe. Donc c'est vraiment, on va dire un environnement, hyper puissant pour pouvoir faire des choses ensemble. Voilà. Hem, voilà, ça sur cette notion de sécurité psychologique qui est quand même un élément, je pense une des découvertes majeures aujourd'hui qu'on a pu avoir, dans l'histoire récente, des sciences, que je trouvais intéressant de souligner. Heu, est-ce que vous avez des questions sur cet aspect-là? Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas.
J'ai pas noté de questions dans le chat, mais comme tout à l'heure, comme pour la première partie, n'hésitez pas à rédiger des questions ou à ouvrir votre micro ou votre caméra comme l'a fait Mitran. Effectivement, t'amènes énormément de notions et je dirais pas de solutions, mais en tout cas de points qui permettent d'identifier les moyens concrets d'améliorer le fonctionnement d'une équipe. Et c'est pas nécessairement les premiers points auxquels on pense. La bienveillance, le droit à l'erreur et l'humilité, c'est pas spontanément les points auxquels pensent les managers pour améliorer le fonctionnement de leur équipe. Et là, la façon dont c'est mis en avant, notamment avec les travaux de Amy et Edmondson, à mon avis, Oui, enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose de concret, de pratico-pratique pour le coup. ouais, exactement. Et sachant que pour améliorer ça, cette partie, cette sécurité psychologique, en fait, il va falloir travailler ici, pardon, je vais vous mettre en plus grand écran. Hop, je vais y arriver. Touc, bon, du coup, je vais peut-être passer sur la plateforme, ça sera plus simple. En termes de processus de travail sur lesquels travailler, pour, agir, on va dire, sur ces aspects-là. Vous avez souvent, dès qu'en fait, vous avez un problème de sécurité psychologique dans les équipes, vous avez forcément des lignes qui s'allument. Naturellement, c'est direct. La gestion d'esprit d'équipe, c'est-à-dire comment on gère l'esprit d'équipe et la cohésion au sein de notre équipe, le fait qu'on se crée des moments pour se retrouver, comment on se crée des moments de convivialité ensemble. Souvent, le deuxième qui s'active très fortement, c'est la gestion des valeurs, c'est-à-dire comment on arrive à définir, pas que des adjectifs qui permettent de définir un peu quels sont les comportements, mais également derrière dans liberté, égalité, fraternité, c'est très bien, mais du coup derrière souvent les équipes ont un souhait, souvent dans ce genre de contexte, de venir spécifier quels sont les comportements qu'on aimerait voir à l'idéal dans notre équipe. Plus de bienveillance, souvent du coup le droit à l'erreur, le pardon, il y a plein de super, de valeurs qui vont ressortir pour justement créer cet environnement protecteur au sein de l'équipe assez naturellement, mais ça demande un travail conscient sur la gestion des valeurs au sein de l'équipe. Donc en fait, les règles de comportement. C'est quelque chose qu'on peut induire aussi, si vous êtes sur des grandes organisations via le leadership model de l'organisation aussi. Donc ce serait intéressant pour pouvoir induire, le leadership model si justement c'est souvent un réservoir de valeurs, qu'on vient, partager avec le reste de l'organisation et donc on peut utiliser ce leadership model pour favoriser cet environnement protecteur au sein de l'équipe. Et le troisième élément souvent qui ressort très, très souvent, c'est celui-ci, la gestion des tensions aussi. C'est-à-dire le fait que l'équipe, décide de ne plus forcément passer forcément par le manager pour résoudre ces tensions, mais que ça soit entre membres d'équipe, qu'il y a un travail défini à l'avance de dire: «Voilà, si j'ai une tension au sein de notre équipe, dans tel et tel aspect, voilà comment on vient la résoudre et comment on vient désamorcer finalement la situation parce qu'il y a eu une incompréhension avec quelqu'un». Voilà. Donc ça a été un des sujets très intéressants voilà, c'est globalement gestion des valeurs, gestion des tensions, gestion d'esprit d'équipe. Souvent, ce sont les 3 processus qui basculent quand vous avez une sécurité psychologique faible, très souvent. Voilà, c'est le lien il est assez rapide à effectuer. Ça, c'est clair. Ouais, donc ça, c'est un peu plus j'espère que c'est un peu plus pratique en termes d'action que ouais, Clairement, disons que ça l'est. ouais, ça, c'est la conséquence, mais la cause, en fait, c'est ce que je viens de vous dire, quoi. Mauvaise gestion des valeurs, mauvaise gestion de cohésion d'équipe et mauvaise gestion des tensions. Voilà, Il y globalement. a de la réflexion. Voilà. Et donc, du coup, vu qu'il est 52, je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais peut-être vous toucher. Est-ce qu'il y a des questions que vous aimeriez creuser par rapport à ce que je viens de vous dire, peut-être? Et peut-être quels sont vos enjeux sur ces sujets-là? Est-ce que c'est des choses qui résonnent en vous? Est-ce que c'est des choses qui vous parlent? Ou c'est des choses que vous découvrez peut-être? Vous avez peut-être déjà entendu? N'hésitez pas à ouvrir vos micros, Nathalie, Abigail, Anissa, Joseph, N'ayez pas Nora. peur. Exactement. En tout cas, pour vous dire que moi, ça résonne fortement et qu'on on l'applique tout ça dans le domaine de la prévention. Donc, non seulement ça résonne, mais ça me parle très, 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 très bien. Et je Super, confirme toutes super. les expériences, petites, grandes, les rictus, le droit à l'erreur, et cetera. Nous, on parlait dans mon ancienne entreprise du juste et équitable, et qui est essentiel dans toutes les démarches dites de management et de prévention. Ouais, complètement, ouais.
Oui, ça s'intègre, oui, ça va même jusqu'à la prévention des risques. Nous, on est vraiment orienté sur la performance, mais effectivement, il y a aussi, des choses de type, prévention des risques psychosociaux, et tous les éléments qui sont liés, hein. Mais ça fait partie de la performance pour moi, effectivement, la prévention ou, pour moi, ça fait partie d'une démarche d'amélioration de performance aussi, Oui, des équipes au on est final. dans l'amélioration continue et on est dans la performance globale. Tout est intrinsèquement lié, donc voilà. Et la qualité de vie que les entreprises et les organisations proposent aussi directement aux collaborateurs. On est dans une période quand même, il faut le souligner, qui est riche dans mise en question, de recherche de sens, de fonctionnement aussi qu'on peut avoir au quotidien. Et le fait d'avoir un éclairage aussi clair et spécifique sur les différents modes de fonctionnement des équipes et ce que ça peut impliquer aussi pour tout à chacun, je pense que c'est essentiel qu'on ait aussi cet éclairage euh, pour aussi accompagner les collaborateurs dans leur recherche de sens et de la façon dont ils travaillent entre eux. Parce que le sens peut aussi venir du mode de fonctionnement avec l'équipe, bienveillant, humble, et qui tolère et qui permet le droit à l'erreur. C'est vrai que en général, il suffit de poser la question, quelle est la marge d'erreur ou quel est le droit à l'erreur dans ton entreprise à peu près n'importe quel manager ou n'importe quel RH. En général, effectivement, les questions peuvent être amenées à se poser sur la façon dont on accepte ça et dont on s'en sert pour améliorer le fonctionnement d'une équipe et augmenter les performances. Et ce que tu amènes avec ces différents éléments, ça va presque à l'encontre je veux dire, du sens commun et de ce qu'on a l'habitude de faire. On ne doit pas faire d'erreurs pour être performant. Eh bien, au contraire, là, on doit faire des erreurs pour améliorer la performance de l'équipe. Tout ça, c'est vraiment des notions qui Ouais. sont, à mon avis, parlantes pour les RH qu'on est. Et je peux vous assurer que c'est, flagrant, mais flagrant. C'est hallucinant, le rapport à l'erreur de ces équipes-là. Alors elles sont dans limite le pathologique, inversé, c'est-à-dire qu'elles recherchent toutes les conneries qu'elles ont pu effectuer dans des logiques d'introspection pour se dire: «OK, où est-ce qu'on peut s'améliorer? Où est-ce qu'on peut s'améliorer?» Donc c'est l'inverse, quoi. Hem, donc ouais, du coup, c'est assez marrant, moi j'ai des équipes optimales, c'est trop mignonnes, quoi. Elles étaient en mode: «Ah, ouais, ah super, merci beaucoup OpenAI, vous nous avez montré où est-ce qu'on n'y arrivait pas et du coup, on va pouvoir s'améliorer». Ils étaient super contents de voir tous les en fait, ils s'en foutaient des trucs qui allaient bien, ils étaient en mode: «Où est-ce qu'il y a encore le truc à améliorer?» quoi. C'est assez marrant comme, il peut y avoir une bascule de mindset, du coup, in fine, quoi. Donc voilà. Dans Heu, le texte, je sais Guillaume, on a, excuse-moi de te couper, on avait juste Vas-y, deux vas-y. remarques de Diana et d'Abigail. Là, encore une fois, n'hésitez pas à ouvrir le micro directement. Diana dit c'est l'esprit des Gémeaux Waltz et Obama du système Toyota. C'est bien d'avoir un rationnel scientifique. Abigail valide et indique qu'elle est tout à fait d'accord, mais Abigail a son micro ouvert. Peut-être que vous souhaitiez prendre la parole. Non, je voulais juste rejoindre un petit peu ce que vous disiez sur l'importance en fait d'apprendre de ses erreurs et je pense que c'est quelque chose qui fait une vraie différence aujourd'hui en termes, bon, comme vous l'avez dit, hein, de performance, mais aussi d'épanouissement personnel et professionnel des personnes et des équipes qui sont capables d'avoir cette démarche et d'avoir ce fonctionnement. Donc, c'était très intéressant d'en apprendre un petit peu plus. Merci. À vous. Avec grand plaisir. Et heu et donc du coup, vu que vous êtes, sur ces sujets, éventuellement de prévention, sachez que dans une équipe, si vous combinez ça donc en fait, ça permet de mesurer la peur, hein, d'une équipe ou inversement, du coup, la sécurité psychologique, hein. Mais derrière, si vous combinez ça avec, du coup, un deuxième élément, j'ai pas eu le temps d'en parler, peut-être ça pourrait être l'occasion de refaire un point, mais, un autre sujet. Dans la mesure ici que vous avez aussi la notion de satisfaction d'équipe, donc c'est la mesure des frustrations au sein d'une équipe. Et le combo absolument désastreux pour une équipe, c'est, la manque de sécurité psychologique associé à beaucoup, beaucoup de frustration et là, vous avez, un environnement, extrêmement, dur pour les équipes qui fait que, bah, c'est là où que ça provoque du turnover, des absents, des gens qui veulent plus avancer et cetera. Donc là, vraiment, ça peut être le combo le plus désastreux, on va dire. Par contre, à contrario, si vous avez une sécurité psychologique élevée et que vous avez pas de frein, au quotidien, il y a pas de frustration, là, c'est parti, quoi. L'équipe, elle est à 200 à l'heure et bon, on n'a pas le temps d'en parler, mais on a aussi des choses à donc là, on rentre dans une logique de temporisation de certains parce que c'est tellement super cool de travailler que, beh, on en oublie la famille et qu'il y a une vie à l'extérieur du travail et que du coup, il y a un travail de «surengagement» entre guillemets et donc des processus à mettre en place pour éviter, le surengagement, et éviter que les gens se crament parce que c'est tellement cool de travailler au travail que, bah, non, faut aussi avoir une vie à côté, quoi.
Que ça, c'est aussi un autre sujet qu'on voit pas mal chez les startups globalement arriver, qu'on voit très souvent chez les startups, par exemple. Voilà, c'était une petite parenthèse sur cet aspect un peu Alors, je me produit. permets de laisser cette parenthèse ouverte en te proposant, dans les semaines qui viennent, d'intervenir, pourquoi pas, sur sur cet équilibre vie pro, vie perso dans certaines organisations, donc notamment les startups que tu as pu évoquer, mais aussi en fonction des fonctions qu'on peut avoir, des postes qu'on peut occuper, et finalement, quelle est l'implication juste finalement qu'on peut avoir et l'équilibre qu'on peut trouver dans cette envie de bien-être au travail, mais sans oublier qu'on peut être aussi bien à la maison et dans ce même type d'équilibre finalement. Et Ouais. ouais, ça me paraît être un bon sujet pour la suite, qui sera certainement proposé si c'est quelque chose qui vous tente, qui t'étend, Guillaume. Carrément, avec grand plaisir. On a fait intervenir récemment sur ça et ouais, avec grand plaisir pour en parler. En tout cas, parler même de l'engagement, parce que aussi, contrairement à ce qu'on peut penser, ce que je disais beaucoup tout à l'heure, mais qu'en fait, les équipes il n'y a pas de problématique d'engagement aujourd'hui, étonnamment, mais on a des vraies problématiques de frustration. Et en fait, il faut partir du principe que les gens sont déjà engagés de base et qu'on va juste leur mettre des poids sur le dos qui les empêchent d'avancer comme ils devraient, en fait. Et c'est vraiment hyper intéressant parce que on se rend compte à quel point très rapidement les gens ont plein le sac à dos et qu'ils peuvent plus marcher en fait. Ils ont trop de cailloux dans le sac à dos, ils sont en randonnée, ils peuvent plus avancer quoi. Trop de cailloux quoi. Et donc là, il y a un vrai travail aussi de savoir comment on identifie les sources de frustration, comment on les dégage pour permettre aux équipes de retrouver de l'énergie, pour pouvoir exprimer leur engagement qu'elles ont de base en fait, hein, parce que sinon, souvent les gens qui rejoignent une entreprise ou une équipe, quelle qu'elle soit, ils sont engagés. Hein. C'est rare que ça ne le soit pas. Donc voilà. Donc, ça fera peut-être un sujet de discussion pour la future. C'est un Voilà. point important, je pense, de noter ça, parce que voilà, le principe de base, par défaut, les collaborateurs sont engagés et finalement, ce serait notre rôle de manager ou de RH de faciliter leur engagement ou de le renforcer en tout cas en enlevant ces cailloux dont tu parlais à l'instant. Ouais, et ça sert à rien d'essayer de motiver les gens en fait. Les gens, ils sont motivés de base en fait. C'est ça qui est. Voilà. Absolument. Nathalie Seguin indique je dois Je dois partir, partir. mais merci pour cette intervention très riche. Merci Donc, Nathalie. une intervention appréciée, Guillaume. Avec Merci pour cette plaisir. intervention, sincèrement. Et Oui, du coup, je je t'en vais vous prie. faire passer peut-être le support de présentation. Et comme ça, vous aurez tout. En Obama, oui. Et du coup, on avait compris. Merci Diana, mais effectivement, c'était là Obama. Non, du coup, super. Ouais, c'est Obeya, effectivement. Ouais. On a du coup, n'hésitez pas. Merci pour la correction. N'hésitez pas du coup à poser vous avez mes coordonnées et puis je vais vous partager du coup le support de présentation. Je vais pas tout partager, pas la troisième découverte, mais bon, ça sera peut-être pour la suite, la suite. Le rapport entre l'individu, l'équipe, l'organisation, comment on améliore tout ça. J'avais deux, trois trucs à partager, mais j'étais trop ambitieux sur un temps si court. Alors, en fait, effectivement, c'est vrai on a choisi ce temps d'une heure sur le déj pour présenter et pour amener des informations auprès des ressources humaines, auprès des professionnels des ressources humaines et des managers. C'est vrai enfin, c'est un temps qui est très court et c'est très bien parce que finalement, ça va donner aussi l'opportunité de reproposer des sessions avec des points peut-être